Bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui aura pour objet l'élaboration et la mise en place d'un système de trading. Alors c'est un vaste sujet, mais nous allons nous attacher à aborder les principes, les fondements, la logique et les stratégies de prise de position qui découlent de la mise en place de ce système de trading, en tout cas tel que je le conçois. Les principes qui vont vous être exposés sont applicables quelle que soit votre approche actuelle du trading, et il est probable que leur utilisation vienne en renforcer l'efficacité, ou c'est tout du moins ce que j'espère. Cette approche est applicable quels que soient les marchés travaillés, c'est-à-dire actions, indices, forex, matières premières et ainsi de suite, mais aussi aux fonds, SICAV et FCP, c'est-à-dire les fonds communs de placement, sur lesquels vous êtes peut-être positionné dans le cadre de votre assurance vie, PEA ou autre. Alors je me présente très brièvement, je m'appelle Gilles Leclerc, ça fait maintenant bientôt 25 ans que je travaille les marchés financiers. Je suis trader pour compte propre, c'est-à-dire que c'est mon activité journalière régulière que d'exécuter le trading. Certains d'entre vous me connaissent peut-être parce que j'interviens régulièrement sur la bourse au quotidien, où je suis analyste technique et où je vous propose chaque semaine des plans de trade sur indices, actions notamment, euh, ainsi que sur le site Univers Bourse où je suis analyste depuis de nombreuses années et où je partage mon système de trading en essayant de démontrer son efficacité et en proposant notamment des trades live, c'est-à-dire en temps réel, en intraday chaque semaine. Alors, mon horizon de trading personnel s'étend du long terme pour la gestion des fonds des assurances vie, justement, au moyen terme pour la gestion d'un PEA, donc ciblé sur les actions, et jusqu'à l'intraday que je pratique 2-3 jours par semaine. Alors, au menu de ce webinaire, je vais vous proposer trois chapitres principaux qui vont être l'analyse dynamique, euh, qui sera suivi de l'identification de la nature des marchés travaillés, c'est-à-dire l'apport des phases. En deux mots, quand on prend position sur un marché, il faut connaître la typologie du marché, savoir si le marché est en tendance, si le marché est en range, enfin que faire, quoi faire dans telle ou telle phase de marché. Donc ça c'est capital. Et c'est une approche tout à fait personnelle, donc que je vais essayer de partager avec vous. Le troisième point abordera comment et où intervenir sur ces marchés à l'aide d'un principe de cadrage de l'action des prix qui est en fait de l'analyse graphique, mais une façon un petit peu personnelle de réaliser ces analyses graphiques. Alors ces trois pavés, les trois premiers pavés, donc nous allons voir aujourd'hui, forment le cadre d'un système de trading. Donc, une fois de plus, que vous pouvez utiliser pour compléter au besoin votre propre approche de trading. Par la suite, à l'aide d'autres webinaires, je vous proposerai, si vous le voulez, un ensemble d'outils qui ont été spécialement conçus pour répondre aux stratégies, à la mise en place, aux stratégies de trading dans le cadre de ce système. Alors il y a quelques indicateurs, c'est très simple. Un indicateur qui concerne les cycles, un autre qui concerne des impulsions de marché, c'est quelque chose de très personnel. Ce sont des indicateurs que j'ai mis en place au cours des 25 dernières années d'activité sur les marchés financiers. Un indicateur aussi de puissance relative qui sert notamment au suivi de tendance, aux stratégies de suivi de tendance, et puis on s'attachera à regarder l'importance des volumes, comment les analyser, avec quel outil, quel type d'informations ils peuvent nous donner. Et puis finalement, un webinaire sur le money management et la gestion du risque, ce qui est fondamental quand on aborde les marchés financiers. Alors, cette structure de système de trading complété par ces outils d'exécution permettent d'exécuter
des stratégies de suivi de tendance, swing, cassure sur volatilité, prix, ce qu'on appelle aussi des stratégies de breakout, et aussi des stratégies de contre-tendance, donc la panoplie des stratégies applicables au marché financier. Cette méthodologie est applicable via ce qu'on appelle des screeners ou des market analyzers. Donc, qu'est-ce que sont les screeners et les market analyzers? Ce sont en fait des modules programmés qui vous permettent de repérer des configurations de trading, quels que soient vos marchés travaillés, donc d'exécuter ou de mettre en avant l'approche de configuration de trading concernant les stratégies de suivi de tendance, de swing, de cassure ou de contre-tendance, tout ça de manière automatisée et en temps réel. Alors, au niveau plus fin de ce qui va vous être proposé dans ce webinaire, donc l'analyse dynamique, l'analyse de la typologie des marchés, donc l'apport de l'analyse par phase. Ensuite, on va prendre un petit moment pour bridger les deux, c'est-à-dire utiliser de manière simultanée l'analyse dynamique et l'analyse par phase. Et donc ce chapitre, je l'ai appelé 1 plus 1 égale 5 parce que vous verrez que l'utilisation simultanée des deux principes décuple leur efficacité. Et ensuite, effectivement, donc les principes de cadrage de l'action des prix et un petit chapitre sur un concept qui m'est cher, qui est le concept de trading team. C'est-à-dire que quand on utilise un système, une approche, et qu'on la met en place, il ne s'agit pas simplement de voir un webinaire et puis de se retrouver seul derrière ces écrans. Donc ce que je vous proposerai, c'est tout un ensemble de ressources, de forums, d'entraide, d'entraînement, de blogs, de sources d'informations et ainsi de suite, qui vous permettront par la suite de pratiquer ce système s'il vous intéresse, et donc de développer votre apprentissage. Surtout si vous voulez vous avez quelques questions que ce soit, ou si vous voulez le PDF donc de la présentation de ce webinaire, je vous laisse une adresse mail, donc trading.team@icloud.com. Vous m'envoyez simplement un mail en me posant ou votre question ou en me demandant le PDF du webinaire, que je me ferai un plaisir de vous renvoyer immédiatement. Donc objectif de ce webinaire, comprendre les fondements du système de trading et pouvoir l'appliquer, ainsi que ses principes à votre propre approche. Alors on y va, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que l'analyse dynamique? Alors c'est très simple. En résumé, il s'agit d'une technique de trading mettant en liaison la dynamique des cours telle qu'analysée sur des unités de temps différentes, dans le but de décomposer le mouvement des prix. Et ceci donc afin de valider les signaux et d'optimiser ses prises de position. Alors, l'analyse dynamique telle que je vous la propose, elle consiste tout simplement à repérer un signal de trading sur une unité de temps donnée, qu'on va appeler unité de temps de contrôle, ou UTC. C'est votre unité de temps de travail, votre unité de temps de trading. À partir de là, on va analyser la dynamique et les implications des phases de volatilité qu'on verra ultérieurement, à l'aide de l'unité de temps supérieure, qu'on va appeler UTS, unité de temps supérieure, et ceci afin de prendre position et de gérer le trade exclusivement sur confirmation d'un signal en provenance de l'unité de temps inférieure ou unité de temps tactique. UTT donc. Alors, au feu les pompiers, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Est-ce que c'est compliqué? Non, pas du tout. Je vous propose un exemple pratique et concret, vous allez comprendre tout de suite. En quoi ça consiste? Alors, là on est sur le CAC. On est sur le CAC en unité de temps hebdomadaire. À un moment donné, donc vous voyez qu'on a pu déterminer un canal graphique formé d'un support et d'une résistance, canal bien identifié. À un moment, début février dernier, les cours viennent toucher ce canal. D'accord? C'est ce que j'ai zoomé, montré dans la petite fenêtre graphique que ça situe en dessous. Au moment
où les prix viennent toucher ce canal, vous avez une espèce de bougie ultra baissière qui se forme en cours de semaine, donc puisqu'on est en hebdomadaire, qui ressemble à un marabouzou pour ceux qui font de l'analyse en chandelier japonais. Et donc si vous êtes un investisseur long terme et que vous utilisez une méthodologie classique, c'est-à-dire que vous ne vous intéressez pour le trading qu'à une seule UT, ce que j'appelle mono UT, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on achète ce support les yeux fermés, hein, on en parle un petit peu dans les médias, les news, etc. Le CAC sur un support, j'achète, je leur fais confiance ou pas. On attend un signal de confirmation de votre système de trading, quel qu'il soit. Alors moi ici j'ai pris un stochastique Momentum Index, vous pouvez faire ça avec vos outils préférés, les RSI, je sais pas, les moyennes mobiles, enfin toute la panoplie de l'analyse technique et du trading traditionnel. On peut aussi attendre la confirmation, ou l'infirmation bien sûr, de la bougie suivante, parce que le canal peut évidemment casser, donc il peut être infirmé, pour entrer en position, ou solution numéro 4, qui est bien sûr celle que je vous propose, qui consiste à utiliser l'analyse dynamique et donc à déployer l'unité de temps inférieure que l'on appelle l'unité de temps tactique. Alors, très simple, on prend les deux graphes, je vous ai mis les deux l'un à côté de l'autre. Quand on se situe au niveau du contact sur le support, donc j'ai un petit peu zoomé dessus, vous voyez que sur l'unité de temps inférieure, donc qui est l'unité de temps journalière, la zone grisée correspond aux 5 bougies, donc 1, 2, 3, 4, 5, qui ont formé la bougie hebdomadaire. Première chose, il y a généralement un ratio de 5 entre toutes les unités de temps utilisées en analyse dynamique, et je vous expliquerai ensuite pourquoi en détail. Donc, l'unité de temps journalière permet de décomposer les mouvements et les impulsions des prix de la bougie hebdomadaire. Alors, le principe est évident, c'est que si rebond il doit y avoir sur le support présumé de l'unité de temps hebdomadaire, support qui peut d'ailleurs craquer aussi très bien, à ce moment-là, vous devez avoir obligatoirement, nécessairement, forcément, logiquement, immanquablement, je manque de superlatifs, mais obligatoirement un signal de retournement, donc un changement de tendance, un retournement des prix sur l'unité de temps journalière, puisqu'elle est 5 fois plus rapide. Elle vous permet de décomposer le mouvement, donc elle va vous donner un signal. Et si vous avez, donc dans cet exemple-là, un signal de retournement, donc là par exemple sur mon stochastique, vous voyez les petites flèches vertes, tac, ça croise à la hausse, donc, ou avec n'importe quel autre de vos outils, enfin bon, il y en a qui sont préférables à utiliser que d'autres, mais en prenant simplement un stochastique très très simple et très très commun, vous voyez que quand on arrive avec la décomposition des bougies journalières sur ce support, on a un signal de retournement, un retournement de l'impulsion qui s'ensuit, et donc une prise de position potentielle. Alors quel est l'avantage de l'analyse dynamique? Donc l'avantage compétitif, on a besoin d'avantages compétitifs pour arriver à surperformer le marché ou même simplement à ne pas perdre de l'argent. Alors dans cet exemple, et la comparaison est excessivement simple, si l'on raisonne mono-UT, et que vous utilisez par exemple vos stochastiques sur une seule unité de temps, lors du croisement du stochastique à la hausse en unité de temps hebdomadaire, vous allez intervenir où? Vous allez intervenir dans cette bougie-là, sans doute vers la fin de la bougie, ce qui donne un niveau sur le CAC à cette époque-là vers 4300, 4300 et encore. Okay. Par contre, si vous utilisez lors du contact sur le support hebdomadaire l'analyse dynamique et donc un signal sur l'unité de temps inférieure, vous allez intervenir lors de la validation de ce signal, qui est très rapide puisque l'unité de temps journalière est 5 fois plus petite que l'unité de temps hebdomadaire. Vous allez intervenir, on va dire, vers 4120.
Ben ça fait une énorme différence. C'est-à-dire que la différence ici, elle est pratiquement de 4% entre un trader standard mono UT et un trader qui utilise l'analyse dynamique. Et c'est valable sur toutes les unités de temps. Vous pouvez décomposer, la mettre de la même façon, les bougies journalières, en prenant l'unité de temps inférieure qui serait le 1 heure ou le 2 heures, ou passer de l'hebdomadaire, du mensuel à l'hebdomadaire. C'est toujours le même principe. Quand on a un point d'entrée qui est un point d'entrée ciblé, pour que ce point d'entrée soit confirmé ou infirmé, eh bien, sur l'unité de temps inférieure, on doit avoir un signal. Et je vous montrerai quel type de signaux j'utilise, avec quel type d'outils, parce que les outils ont été designés, ont été mis au point spécifiquement pour répondre à ce genre de problématiques, ou tout au moins de stratégie. Et donc vous obtenez l'avantage compétitif numéro 1 qui est l'optimisation des points d'entrée et de sortie. Parce qu'en parlant de sortie, si vous jouez mono UT et que vous rentrez vers 4300, eh ben vous rentrez juste avant le premier point de retournement baissier, c'est-à-dire vous rentrez très très en retard, en prenant un très gros risque, d'ailleurs en mettant un stop, vous obligeant à mettre un stop excessivement éloigné, donc un risque important. Vous allez rentrer vers 4300 alors que le CAC est monté jusqu'à 4400, 410 on va dire, donc vous avez perdu une grosse partie du mouvement et ensuite il se retourne. Voilà. Pour ça que beaucoup d'investisseurs particuliers qui travaillent en mono UT se font souvent décrocher par le marché quand le marché bouge, même dans un marché en tendance comme c'est le cas ici. En tout cas, ils n'optimisent pas leur stratégie de trading. Et ça a un impact énorme en termes donc de performance de votre portefeuille et aussi en termes de gestion du risque et du money management. On va par la suite parler de façon très très précise justement de la gestion du risque, mais vous comprenez très bien que si vous rentrez vers 4120, tant que le signal est bon et que votre indicateur vous montre une hausse, si vous rentrez là, vous pouvez coller un stop très rapproché, donc un risque très limité. Alors que si vous rentrez sur la bougie hebdomadaire, que vous rentrez là, votre stop, vous allez le coller, 150 points en dessous. Donc ça, c'est beaucoup plus dangereux en cas de retournement. Donc non seulement vous allez rentrer en retard, mais vous allez rentrer avec un risque supplémentaire. Et ça, c'est le jour et la nuit en termes de trading. Deuxième exemple, pour continuer à bien comprendre comment marche l'analyse dynamique. Alors, on va se situer au niveau de la pastille grisée. Donc en 2011, enfin peu importe, c'est un exemple. On touche un gros support vert, tout le monde en parle, le CAC doit rebondir, ceci, cela, peu importe. Qu'est-ce que vous faites donc c'est un support potentiel. Évidemment, vous faites exactement la même chose. Vous attendez un signal de l'unité de temps inférieure. Là, nous sommes en hebdomadaire, donc nous allons regarder ce qui va se passer sur l'unité de temps inférieure, donc la journalière. C'est pour ça que d'ailleurs, si vous suivez mes analyses sur Bourse au quotidien ou Univers Bourse, enfin, peu importe, vous allez toujours retrouver des plans de trade qui s'attachent à déterminer des points d'intervention potentiels et de les déterminer en avance en disant, et vous allez retrouver cette phrase en permanence, c'est comme un mantra, si la zone de SR, c'est-à-dire de support résistance, est touchée, alors prise de position si et seulement si l'unité de temps inférieure donne un signal que je décris, peu importe. Parce qu'un support peut casser. Et qu'est-ce qu'il se passe quand on se situe au niveau de ce support? Eh bien, si vous passez sur l'unité de temps inférieure, vous n'anticipez pas, vous suivez la dynamique de l'unité de temps inférieure. Donc toujours pareil, la ligne verticale rouge, qui est une bougie qui montre l'emplacement de la bougie hebdomadaire, et donc l'arrivée sur le support présumé hebdomadaire, est décomposée au niveau de l'unité de temps
journalière, et que vous indique votre unité de temps journalière pile poil quand on arrive sur le support, donc qui est aussi le trait horizontal rouge, bah, là j'ai utilisé une MACD, ce que je préfère, et je vous montrerai dans le webinaire sur les impulsions pourquoi et comment j'utilise les MACD, d'ailleurs de façon tout à fait différente de l'utilisation standard des MACD. Bah, cette MACD, elle se retourne à la baisse. Donc, tant que votre unité de temps inférieure, ici le journalier, votre indicateur plombe à la baisse, le support n'a juste aucune chance de fonctionner. Et vous ne le prenez pas. À la limite, vous pouvez même le shorter, c'est-à-dire le vendre à découvert s'il se met, si vous voulez jouer la cassure du support. Et ça, c'est valable quelle que soit votre approche de trading. Alors moi, j'utilise principalement les niveaux de support, de résistance graphique, parce que c'est simple. Mais je ne sais pas si vous êtes héliotiste, si vous êtes fractalien, si vous utilisez les pivots, les retracements, enfin n'importe quel outil qui vous donne des points d'intervention ciblés. Bah, le simple fait de les valider à l'aide de l'analyse dynamique vous permet non seulement de prendre position rapidement, mais de valider ou d'invalider vos supports, et surtout de ne pas faire d'erreur. Voilà, donc ça c'est l'exemple numéro 2. Donc troisième chart, qui est la même que la précédente d'ailleurs, sur laquelle je mets comment dirais-je, en exergue les 2 points d'intervention, ça montre la liaison entre l'unité de temps hebdomadaire et l'unité de temps journalière. Donc je répète, et ça c'est capital, ça évite un nombre d'erreurs grossières, quoi qu'on peut penser sur le marché, quoi qu'on puisse raconter sur le marché. Donc avantage compétitif numéro 2, éviter de commettre de grosses erreurs, alors ça peut être sur les points d'achat ou de sortie de position, tant que votre unité de temps inférieur ne s'est pas retourné, ne vous a pas donné un signal, là c'est même pas la peine de penser à acheter ce support. Et il y a un mantra, si je puis me permettre, en ce qui concerne l'analyse dynamique, qui veut que la dynamique vienne toujours de la droite, de l'unité de temps inférieure. Alors pourquoi de la droite? Parce que, bon, c'est pas de la politique, la dynamique vient de la droite, c'est simplement que généralement, sur les écrans de trading, on classe, enfin pour les gens qui utilisent l'analyse dynamique, on classe toujours ces unités de temps par ordre décroissant. Par exemple, ici vous auriez hebdomadaire, journalier, après le journalier vous pourriez avoir le 2 heures, etc. Donc la dynamique, le moment où elle se forme toujours sur la droite. Et c'est au niveau de l'unité de temps tactique, ou de l'unité de temps inférieure, que vous obtiendrez le signal. Voilà. J'espère avoir été clair, c'est un principe imparable. Donc, conclusion temporaire, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à dire sur l'analyse dynamique. Si elle vous procure un avantage compétitif, à mon sens inestimable, par rapport à une analyse classique mono-UT, c'est ce que j'ai essayé de vous démontrer. Elle vous permet de détecter la mise en place de formations de trading qui ne sont pas visibles si l'on trade à partir d'une seule unité de temps. C'est-à-dire, pour reprendre les exemples, en unité de temps hebdomadaire, par exemple, si vous avez eu une divergence, elle n'apparaît pas, la divergence lors du rebond sur le support. Par contre, elle apparaîtra sur l'unité de temps inférieure. Et ça, c'est très très important parce que l'unité de temps inférieure, et vous le verrez dans les outils, les stratégies que je vous proposerai par la suite, va vous montrer très clairement ce qu'on appelle des setups, c'est-à-dire la mise en place de configurations de trading qui sont observables à partir de l'unité de temps inférieure. L'entrée en position est bien plus rapide. On peut rentrer dans le corps d'une bougie hebdomadaire au lieu d'attendre 2-3 bougies hebdomadaires, ce qui vous met un mois de retard sur une entrée de trading en unité de temps longue. Alors si vous gérez des PEA ou des assurances vie, en tout cas si vous êtes un investisseur long terme, ça c'est capital. Donc vous avez une entrée en position qui est bien plus rapide. Elle permet d'attendre le moment optimal pour initier une position. On va pas revenir là-dessus. Vous êtes en attente toujours du signal de l'unité de temps tactique et de sa validation du signal pour se positionner.
Elle permet de sécuriser le trade, parce que si le signal de l'unité de temps inférieure ou de l'unité de temps tactique ne se concrétise pas, hein, ça vous évite de faire une erreur. Et éliminer les erreurs dans un compte de trading, c'est déjà énorme, hein. Si vous regardez vos comptes de trading et que vous éliminez de cette façon au moins une partie des erreurs, la performance globale du portefeuille va se ressentir fortement. Elle permet aussi une gestion de position qui est nettement améliorée à l'aide des stops, c'est-à-dire que ça vous permet de prendre des trades avec des stops beaucoup plus rapprochés, hein, puisque le signal se situe par exemple sur l'unité de temps journalière. Vous allez mettre votre stop en fonction, alors ce sont des stops de volatilité moi que j'utilise, hein, de volatilité, en deux mots, alors je fais une petite aparté. Si vous tradez, je sais pas, une action très calme, enfin avec des variations de prix restreintes, je sais pas, par exemple, GDF, non, GDF en ce moment c'est pas trop le bon exemple, enfin peu importe. On va dire que GDF se comporte de manière, les prix évoluent de façon relativement calme, ou si vous tradez par exemple de l'Alcatel, qui peut avoir des débattements de 6% dans la journée, et évidemment en fonction de cette volatilité, c'est-à-dire de la nervosité des prix, vous n'allez pas positionner votre stop au même endroit. Si vous mettez des stops à 3%, ça marchera peut-être sur GDF. Un stop à 3% sur Alcatel, il a énormément de chances de se faire toucher, puisqu'il est dans le bruit du marché et il est dans la volatilité du marché. Donc bref, l'intervention via l'unité de temps inférieure permet de placer des stops de volatilité beaucoup plus serrés, donc de prendre beaucoup moins de risques au niveau de vos interventions sur les marchés. Et finalement, elle permet d'optimiser les points d'entrée, aussi bien que d'optimiser les positions de sortie, parce que là on a parlé de support, mais vous arrivez sur une résistance potentielle, c'est-à-dire que vous ne savez pas si cette résistance va contenir les prix ou pas, vous laissez suivre, vous laissez guider par l'unité de temps inférieure. Si les prix continuent de pulser à la hausse et que vos indicateurs, par exemple une MACD, continuent de vous montrer la hausse, il n'y a pas de raison de sortir de position. Par contre, vous arrivez sur une résistance. Si au moment où les prix arrivent sur la résistance, vous avez un retournement d'unité de temps inférieure, sortie de position ou au moins prise de profit, au minimum. Alors, cette méthodologie est applicable à tous les marchés. Évidemment, vous pouvez faire des matières premières, du gold, vous pouvez faire des actions, vous pouvez faire ce que vous voulez. Toujours le même principe, et c'est un principe qui est un principe logique et imparable. Elle s'applique à toutes les unités de temps, du scalping, donc ça c'est vraiment de l'intraday très rapide, à l'investissement long terme. Et c'est l'un des piliers centraux du système de trading que j'applique. Toutes les stratégies, tous les indicateurs que j'ai développés fonctionnent à partir de cette base. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait, en analyse dynamique, on utilise 3 unités de temps différentes. J'en ai pris que 2 pour bien comprendre le principe du système. Donc, l'unité de temps de contrôle, qui est utilisé pour opérer les setups, c'est-à-dire les configurations de trading, ainsi que les points d'entrée potentiels, support résistance, Fibonacci, etc., enfin, ce que vous voulez, selon vos méthodologies. L'unité de temps tactique, qui est l'unité de temps inférieure, qui est utilisée pour valider le setup en approche que l'on a repéré sur l'unité de temps de contrôle. Et donc pour pouvoir prendre position rapidement, et l'unité de temps supérieure, dont on va maintenant parler, dont on parlera un petit peu au moins dans ce webinaire, qui est très importante parce que c'est elle qui donne la tendance et la dynamique de fond exploitable sur le marché. Et on va le voir dans l'analyse des phases, l'étude des phases qui va suivre. La mise en place, elle est très simple, c'est que le ratio temporel qui sépare les unités de temps doit être si possible de 5. 4 ou 5. Pourquoi? On expliquera. Donc là on avait vu par exemple, on avait travaillé à partir d'un support hebdomadaire, l'unité de temps inférieure, 5 fois inférieure, c'est le journalier. L'unité de temps supérieure, ça va être quoi? Ça va être le mensuel. Elle est d'un ratio de 4. C'est ok, ça marche, les phases ne seront pas brouillées.
Donc ratio de 5. Alors des exemples, vous êtes investisseur très long terme, vous intervenez par exemple pour gérer vos assurances vie. Hein, et là j'ai mentionné le logiciel Wall-Data, je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous prenez comme unité de temps supérieure le mensuel, l'unité de temps de contrôle l'hebdomadaire, et l'unité de temps inférieure le journalier. Donc ça c'est vraiment des trades de très long terme. Hein. Pour avoir une unité de temps de contrôle en hebdomadaire, ça veut dire qu'un signal ou un pré-signal va prendre un mois et demi à se manifester. Donc c'est vraiment du lourd, du très long terme, quelque chose qui arrive doucement. Vous tradez plus activement. Alors, c'est souvent un peu le cas dans un PEA. En tout cas, c'est mon cas. On peut trader aussi des PS sur des unités de temps plus longues ou même plus courtes. Alors, moi, ce que je conseille, c'est de prendre l'hebdomadaire comme unité de temps supérieure, le journalier comme unité de temps de contrôle, et si vous avez un flux, de prendre l'unité de temps 2 heures comme unité de temps tactique, donc celle qui vous permet de prendre position en validant le signal. Et si vous aimez les frissons de l'intraday, ce que je m'offre personnellement 2-3 jours par semaine, bah vous pouvez très bien prendre le 2 heures comme unité de temps supérieure, le 30 minutes comme unité de temps de contrôle, et le 5 minutes comme unité de temps tactique. Voilà, tout ça, ce qu'on appelle des 3 unités de temps, sont des triptyques. De toute façon, il faut afficher simultanément ces unités de temps pour pouvoir visualiser la dynamique et l'enseignement des phases telles que nous allons le voir. Alors, petit retour rapide en arrière, parce que je sais que ça intéresse pas mal de monde, au niveau des assurances vie. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans mon cas, quelle est la nature de votre conseiller en gestion de patrimoine, s'il vous contacte une fois par an pour vous souhaiter ses meilleurs vœux au 1er janvier ou pas. Toujours est-il que de mon expérience, j'en ai pratiqué beaucoup, des conseillers en gestion de patrimoine sont très souvent présents lors de l'achat, d'investissement, notamment pour vous conseiller leurs fonds. Beaucoup moins une fois que vous avez investi. Donc deux choses. Je me permets, alors je fais pas de pub, et je ne critiquerai jamais tel ou tel logiciel ou tel broker, etc. Je dis simplement, voilà, celui-là il a tel ou tel intérêt, vous pourriez y faire attention. Wall-Data, pourquoi? Parce que si vous faites de l'assurance vie, ou si vous êtes investi sur des fonds multi-supports en assurance vie, vous avez besoin simplement de pouvoir analyser ces fonds, d'avoir les données. Voilà. Il y a très peu de logiciels qui le font. Il y en a un qui le fait excellemment bien, qui est le logiciel Wall-Data. Donc je vous ai mis leur adresse. Eux disposent d'un flux de plus de 4000 fonds segmentés par géographie, c'est-à-dire Europe, dans l'Europe vous avez la France, l'Allemagne, enfin, etc. Par industrie, si vous le voulez, pour les matières premières, et ainsi de suite. Donc personnellement, c'est là-dessus que moi je gère mon assurance vie, que je me permets que je suis l'évolution de mes fonds. Parce qu'il est évident qu'avec cette méthodologie-là, dans la gestion d'une assurance vie, quand vous allez voir le fonds un tel ou un tel que vous avez en portefeuille qui va arriver sur un niveau de support de résistance et que l'unité de temps inférieure va se retourner, je suppose que votre conseiller en gestion de patrimoine ne vous appellera pas. Et vous aurez au moins la visualisation et le fondement de la méthodologie pour pouvoir arbitrer vos fonds. D'ailleurs, pareil, je fais pas de pub, mais si vous recherchez des conseillers en gestion de patrimoine qui s'occupent vraiment de leurs clients et qui seront prêts à vous conseiller, ou même à vous conseiller de ne pas investir, ça c'est très rare, à tel ou tel moment, ou plutôt que de vous, comme moi ça m'est arrivé récemment, qu'on me conseille d'investir sur des actions, du CAC, alors que le CAC est en train de taper ses plus hauts, tout simplement parce que le fonds avait 5 étoiles Morningstar, et ben, on va pas acheter le CAC alors qu'il est en train de taper une résistance majeure, enfin bon bref. Si vous avez des questions concernant de vraies gestions, de conseillers de gestion de patrimoine, envoyez-moi un mail. Je fais ça tout à fait. J'ai pas de parti pris, enfin, j'ai pas d'action ou de je sais pas quoi parmi ces personnes-là, mais je vous le conseillerais. Vous pourrez peut-être perdre 10 minutes avec eux pour discuter, vous verrez la différence. Voilà.
Alors, dernière chose, cette analyse dynamique, c'est une conclusion temporaire parce qu'il y a beaucoup plus de choses à ajouter en ce qui concerne l'analyse dynamique. Elle doit être impérativement associée à l'analyse par phase. C'est ce qu'on va voir maintenant. Euh, je pense qu'il est important d'intégrer cette manière de penser à son approche de trading, quels que soient vos outils, hein. L'analyse dynamique, alors, si vous n'êtes pas encore forcément convaincu, John Bollinger, pour ceux qui connaissent, c'est quand même le père fondateur, c'est une référence, une deuxième référence. Alors lui, par contre, il avait écrit un bouquin qui traitait effectivement d'une partie de, de systèmes de trading et non pas simplement de tel ou tel indicateur. Donc Robert Miner en dit, par rapport à cette euh, approche de l'analyse dynamique, il appelle ça une stratégie de momentum à unité de temps multiple. Donc cette stratégie de momentum à unité de temps multiple deviendra l'application de momentum la plus utile et la plus efficace que vous puissiez ajouter à votre plan de trading. Vous avez même mis les références de la page de son bouquin. Robert Miner est une référence aux États-Unis. Ceux qui le connaissent, bon, pas besoin de le notifier. Pour les autres, c'est vraiment un des très 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 bons aux US. Il ajoute aussi, c'est une stratégie puissante employée par quelques traders qui se servent d'indicateurs de momentum retardé pour filtrer la direction des trades et l'exécution des setups. Phrase qui peut sembler peut-être un petit peu ésotérique, hein, mais c'est en fait, et je vous montrerai si pour ceux qui sont intéressés, c'est exactement ce que je propose dans mes systèmes avec les outils que j'ai développés, donc système d'impulsion, indicateur de cycle, etc. Puissance relative, qui sont les bases, les socles du système de trading que j'ai développé, que j'utilise et qu'on verra dans les prochains webinaires pour les plus courageux d'entre vous qui voudront les visionner. Voilà donc en ce qui concerne l'analyse dynamique. Maintenant, nous allons nous tourner vers l'analyse des phases. En résumé, c'est simplement savoir reconnaître au premier coup d'œil, comme vous allez le voir, le type de marché dans lequel on se situe, quelle stratégie y appliquer, et surtout quelle stratégie ne pas y appliquer. Alors, les types de marchés, enfin la typologie des marchés, il y en a 5. On va les passer en revue une par une en les détaillant. Donc c'est du range, de la tendance, du squeeze, une cassure de volatilité. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va l'expliquer aussi. Cassure de volatilité, cassure sur les prix et fermeture de volatilité. À ces 5 types de typologies correspondent en fait 5 stratégies possibles qui sont du suivi de tendance, du swing, c'est-à-dire une partie de ping-pong entre support et résistance, les trades de cassure, les trades de contre-tendance, et la cinquième qui est la stratégie d'ailleurs sur laquelle on devrait s'appuyer 90% du temps, qui est ne rien faire, c'est-à-dire qu'on n'achète que quand la situation, le terrain de bataille est bien établi, bien clair et que l'on peut rentrer avec un point d'entrée défendable par un stop, donc un money management important. Alors, il est, à mon avis, capital, absolument capital, de pouvoir identifier de façon simple la typologie du marché que l'on travaille et donc le type de stratégie ou le style de trading si vous préférez qui convient d'y appliquer. D'où l'analyse par phase que je vais vous proposer maintenant. Alors pour chaque phase et chaque stratégie, ce que je développerai au cours des webinaires suivants, c'est ce que j'appelle une checklist de vol. Donc c'est quelque chose un document tactique qui est obligatoire, donc de formation. Obligatoire à obtenir sur des indicateurs ou sur des configurations graphiques pour pouvoir exécuter chaque stratégie et contrôler donc son niveau d'entrée et donc le niveau de risque associé, la progression du mouvement, donc du trade, savoir est-ce qu'il faut sortir, pas sortir, quand, comment, et ainsi de suite. Donc l'exécution des sorties aussi. Alors, l'analyse par phase, elle repose sur des formations qui sont tout à fait particulières et spécifiques aux bandes de Bollinger.
Les bandes de Bollinger sont un outil qui tient à une place tout à fait à part dans la panoplie des indicateurs techniques car elles servent à mesurer, enfin à la base, elles servent à mesurer la volatilité des prix. Elles sont très rarement utilisées par les traders privés. Très souvent, par contre, utilisé par les traders pros et notamment les algorithmes de trading qui pullulent maintenant sur nos marchés, comme j'y reviendrai plus tard, représentent plus de 80% des transactions. Donc il est important de se calibrer par rapport à cette nouvelle façon de fluctuer des marchés. C'est un outil qui est souvent mal compris, donc mal utilisé. Alors on va y aller, je vous demande de rester avec moi, je vais passer par une toute petite explication, enfin un peu technique de ce que sont les bandes de Bollinger, parce qu'il faut bien comprendre l'outil, donc son fonctionnement, pour pouvoir l'utiliser. Alors c'est un outil statistique, je prends un exemple. Une planche de Galton, vous voyez c'est une espèce de planches comme ça, dans lesquelles il y a des petits plots, on met des billes au sommet du plot qui descendent et qui se répartissent selon des silos différents. Donc statistiquement, les billes vont tomber plutôt au centre de ce silo. Et plus on va aller vers les extrêmes, moins il y aura de billes. Ça, pour ceux qui sont amateurs de statistiques, donc c'est la loi normale, la loi de Poisson, la loi de Gauss, courbe de Gauss, etc. Ça marche de façon très simple. Je vous prends un exemple. On va prendre par exemple la population française et la taille de la population française. Il va y avoir une moyenne dans la population française. Je ne sais pas quelle est la moyenne actuellement, les gens grandissent, peu importe. On va dire que ça va être 1m70, 1m75. Là, on est dans la moyenne de la population. Au fur et à mesure que l'on va mesurer les tailles des personnes, donc de la population, vous allez avoir des extrêmes qui vont se situer de chaque côté de la planche de Galton, donc la dispersion de l'échantillon. Vous allez avoir des gens qui vont mesurer, je sais pas, 2,20 m, et il y a des gens qui vont mesurer 1,40 m. Voilà. Donc ça, c'est une étude statistique qui est représentée en fait après par une courbe de Gauss. Alors prenez-le comme tel. À partir de cette moyenne, on va calculer deux écarts types, peu importe, si ça vous intéresse je développerai plus tard, mais deux écarts types, et ce qui fait que en mesurant la dispersion par rapport à cette moyenne, on va obtenir, avec deux écarts types, 95% des observations. C'est-à-dire qu'entre, je sais pas, 1,60 m et 1,80 m dans la population française, nous aurons 80% de l'échantillon, donc de la population, avec 2,5% à 2,20 m et 2,5% à 1m40, 1m60, je ne sais plus ce que j'avais raconté. Bref, pour les prix, c'est exactement la même chose. Alors, je vais vous prendre un exemple. Donc les bandes de Bollinger, voilà, donc des prix. Les prix sont encadrées par des bandes de Bollinger. Qu'est-ce que font ces bandes de Bollinger? Elles font exactement la même chose, c'est-à-dire qu'elles mesurent la taille, enfin la volatilité des prix sur une période qui est en standard et de 20 périodes, et vous donnent cette enveloppe. Donc avec une moyenne mobile, qui est la moyenne de notre population française, et puis des extrêmes, donc qui sont, si nous utilisons un échantillon qui suit la normale, c'est-à-dire qui est non manipulé, non biaisé, dont les observations, vous voyez les cours, se retrouvent à 95% à l'intérieur des bandes de Bollinger. Et de temps en temps, il y a une personne d'1,60 m et de temps en temps une personne de 2,20 m, pour reprendre cette analogie. Donc bande supérieure, moyenne, bande inférieure. Alors la question qu'on peut se poser, enfin d'ailleurs qu'on doit se poser, c'est la distribution des prix sur un marché suit-elle une loi normale, c'est-à-dire un échantillon non biaisé, non manipulé? Ben non, absolument pas. Ça revient un petit peu à croire au Père Noël. Parce qu'effectivement, les marchés, alors déjà, sont plus ou moins, on peut dire manipulés, ne serait-ce que, enfin manipuler, c'est un terme qui peut être mal perçu, mal reçu, mais ne serait-ce que par les banques centrales, les déclarations permanentes des banques centrales qui viennent
obliger le marché à pousser, enfin ils essaient de pousser le marché dans tel ou tel sens, etc. Donc ce n'est pas c'est un échantillon biaisé, mais peu importe. Donc en fait, en trading, sans doute, hein, moi j'ai pas fait l'analyse détaillée, peut-être que ça va pas être 95% des observations qui vont se trouver à l'intérieur des bandes de Bollinger, ça va peut-être être 80%, ça par contre je pense que c'est exact. Ça n'a aucune importance. Déjà à partir du moment où on a un ratio de 80%, c'est-à-dire 8 chances sur 10, au niveau statistique, c'est énorme. Alors, ces bandes de Bollinger ont plusieurs formations, donc les phases. Et c'est ça maintenant que je vais essayer de vous expliquer. Première phase que l'on va, et restez bien avec moi, première phase, ce que j'appelle une phase 1 de range. Vous voyez, les bandes de Bollinger évoluent ce que j'appelle à plat, c'est-à-dire de façon à peu près horizontale. D'ailleurs, souvent la moyenne mobile est relativement horizontale. Dans ce cadre-là, c'est un range, c'est-à-dire que les prix ont 80% de chances de rester à l'intérieur des bandes de Bollinger. Donc, les bandes de Bollinger sont des niveaux, des zones de résistance en ce qui concerne la bande de Bollinger supérieure et de support en ce qui concerne la bande de Bollinger inférieure. 80% de chances de rester à l'intérieur de cette enveloppe, statistiquement c'est très important. Les niveaux sont bien définis et donc on a un avantage statistique. Alors quand vous allez avoir ce genre de formation, donc de phase 1 de range, quelle est évidemment la stratégie à appliquer? Ça sera une stratégie de swing. Alors qu'est-ce qu'on appelle une stratégie de swing? C'est entre des supports et des résistances, simplement de faire le ping-pong entre les deux. D'essayer de prendre position à la vente ou de dégager sur les résistances et d'acheter les supports. Alors sur ce chart là on voit pas bien, mais il y a des ranges qui peuvent être plus ou moins importants en fonction de la volatilité des cours. Vous pouvez avoir des bougies qui vont être plus ou moins nerveuses, avec des corps de bougies plus ou moins importants. Donc le range pourrait être plus ou moins important. Alors il y a des ranges intéressants à travailler, il y a des ranges qui ne sont pas intéressants à travailler. Pourquoi intéressant? Parce que si vous avez, je sais pas, vous travaillez en unité de temps journalière et que vous avez un range de 15%, ouais, c'est intéressant au niveau trading. Si vous avez, comme ça arrive des fois en intraday, des ranges de 15-20 points, donc tout petit, minuscule, ça ne vaut pas la peine de prendre place, de prendre position dans ce genre de range parce qu'il n'y a pas assez de potentiel de trading. Ça, c'est la première phase, la phase 1 de range. Ensuite, donc sur cet exemple, vous allez voir, il y a toutes les phases qui sont, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai sélectionné, toutes les phases y sont représentées. Phase 1 de squeeze, ça c'est très très spécifique. Qu'est-ce que c'est qu'un squeeze? Un squeeze en fait est une formation, ce qu'on appelle une contraction de volatilité qui prépare une accélération. Alors, on verra tout ça en détail, mais je vous en explique aujourd'hui dans ce webinaire les principes. La phase 1 de squeeze, donc c'est la bande verticale orangée. En fait, on a un indicateur, qui est un indicateur perso d'ailleurs que j'ai développé moi-même, qui s'appelle ET-MACD, qui vous dit, très simplement, prenez-le comme tel pour l'instant, on verra ça dans le Webi MACD, quand la volatilité de mon impulsion descend en dessous d'un niveau, enfin d'un seuil qui est calculé automatiquement, c'est la petite ligne grisée, et mon ET-MACD étant la courbe verte-rouge. À ce moment-là, quand la volatilité descend en dessous d'un certain niveau, faites attention. Le marché accumule de l'énergie et il accumule de l'énergie pour sortir. Sortir en impulsion ou en tendance. C'est ce qu'on verra après. Donc, vous voyez, au niveau de cette petite phase, là, quand on arrive là-dedans, la stratégie, c'est quoi? La stratégie, c'est attention, on n'est plus en mode range, donc on ne joue plus les supports, les résistances, a priori, on attend une accélération. Dans quel sens? On ne sait pas. Et comme je vais vous montrer par la suite, ça va être l'unité de temps inférieure qui va vous donner le sens de l'accélération. Donc, stratégie, qu'est-ce que c'est que cette stratégie? La stratégie à appliquer est une stratégie de cassure, qui peut être une cassure de volatilité, donc c'est c'est mon indicateur ET-MACD, ou une cassure sur les prix, parce que vous pouvez aussi avoir, d'ailleurs ici on a a priori une résistance graphique qui serait simplement déterminée par 2 points, mais des fois vous avez des résistances qui sont mieux tracées.
évidemment, à partir de ce genre de stratégie, donc l'outil est disponible, c'est l'outil ETMACD, vous avez des screeners, donc des algorithmes, donc des petits programmes auxquels vous indiquez de façon très simple, voilà, je veux connaître par exemple tous les squeezes, toutes les contractions de volatilité, toutes les phases 1 de squeeze sur, je sais pas, le marché des actions, compartiment A, compartiment B, CRD, français, et sur une unité de temps donnée. C'est-à-dire que si vous travaillez en unité de temps hebdomadaire, il va vous sortir tous les squeezes en unité de temps hebdomadaire. Vous travaillez en journalier, vous lui indiquez journalier, il va vous sortir tous les squeezes en journalier. Comme ça, vous êtes prévenu de la formation de ces contractions de volatilité, et si les stratégies de cassure vous intéressent, vous pouvez vous préparer à jouer une cassure, qui ici d'ailleurs est une tendance, la mise en place d'une tendance. Donc ça c'était la phase 1 de squeeze. Vous voyez qu'il faut bien faire la différence, et je vous ai mis le petit graphique sur la gauche qui est en fait une cartographie des phases, entre les phases de range, stratégie de ping-pong swing, ou les phases de squeeze qui donnent lieu à une accélération. Donc ce squeeze en fait donne lieu à une tendance. Qu'est-ce que c'est qu'une tendance? On l'appelle phase 3. Donc la tendance elle est très régulière, elle peut durer beaucoup plus longtemps qu'une impulsion. Les bougies, alors comment la reconnaître? Déjà, les bandes de Bollinger se mettent rapidement en formation parallèle. Vous voyez, parallèle haussière que j'ai indiqué par les deux flèches vertes. Ça, c'est le signe d'une tendance. Les prix, eux, viennent s'appuyer ou flirter avec la bande de Bollinger directrice. Qu'est-ce que la bande de Bollinger directrice? C'est la bande de Bollinger qui donne le tempo du mouvement. Donc là, le mouvement étant haussier, la bande de Bollinger directrice et la bande de Bollinger supérieure. Donc toutes les bougies sont proches. De temps en temps des petits pullbacks qui peuvent éventuellement se rapprocher de la moyenne mobile 20, mais de toute façon jamais passer en dessous de la moyenne mobile 20. Évidemment, quand vous avez ce genre de formation, quand vous observez ce genre de formation et que vous êtes à l'intérieur d'une tendance, et des fois ça peut perdurer, par exemple sur les indices américains, on a des phases 3 qui datent de plusieurs mois, la stratégie à appliquer est évidemment une stratégie de suivi de tendance. Donc vous voyez déjà on a, en fonction de l'observation de ces phases, tout de suite on sait ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Dans le range, le ping-pong. Dans le squeeze, on attend l'accélération et on peut prendre l'accélération à partir d'une unité de temps inférieure. Dans la phase 3 haussière, eh bien évidemment, on va jouer des stratégies de tendance avec des outils spécialement formulés pour gérer les suivis de tendance et donc y prendre position. Phase suivante, ce que j'appelle les phases 4, c'est le petit rectangle bleuté. Alors, vous voyez que les bandes de Bollinger convergent, c'est-à-dire que celle du dessus devient baissière, enfin elle converge avec celle du bas. Qu'est-ce que c'est? C'est une phase 4. Donc les cours n'ont plus de tendance, n'ont plus de dynamique dans les phases 4. C'est-à-dire que les prix respirent, les prix marquent une pause. Dans ce genre de formation, alors il faut faire très attention, souvent les prix sont nerveux, souvent ils reviennent toucher la zone de la moyenne mobile 20 et souvent ça vibre un petit peu. C'est comme je sais pas, quand on fait du vélo, vous voyez, si le guidon se met à vibrer un petit peu de tous les côtés. Les prix sont très nerveux dans les phases 4, mais ils sont très nerveux à l'intérieur de cette phase 4, c'est à dire qu'il n'y a plus de tendance, il n'y a plus de dynamique. Donc qu'est-ce qu'on fait en matière de trading quand on est en phase 4? Comme il n'y a plus de tendance, qu'il n'y a plus de dynamique et que le trader, pour faire de l'argent, a besoin que les prix décalent, s'il n'y a plus de tendance, plus de dynamique, on ne fait rien. C'est-à-dire que si on est en position, et ça sera en fonction de la tendance de l'unité de temps supérieure, ou du moins de la formation de l'unité de temps supérieure, si on est en position, on peut au moins prendre une partie des profits, quitte à le reprendre après si ça part à la hausse. Et si on n'est pas en position, dans les phases 4, alors il y a des trades à faire qui sont des trades de contre-tendance, c'est-à-dire que quand on arrive vers le haut de la bande de Bollinger et qu'on est en fermeture de phase 4, effectivement il y a des contres qui peuvent être assez sympathiques à utiliser, notamment sur les unités de temps inférieures, dès que la dynamique se retourne.
Généralement ça va vite, ça va pas très loin mais ça va très vite. Donc ça peut être intéressant, alors moi j'aime beaucoup. Évidemment, j'ai un indicateur dont on parlera aussi dans le webinaire sur les systèmes d'impulsion qui vous donne 8 fois sur 10 et 3 bougies à l'avance le passage en phase 4. Basé sur le TMACD aussi. Donc ça vous indique si vous êtes en tendance que cette tendance risque de passer en phase 4, donc plus de dynamique. Plus de tendance, donc hop, sortie de position, recherche de points de sortie. Dernière phase, c'est une phase 2, ce qu'on appelle la cassure de volatilité. Alors ça c'est très différent, c'est une impulsion. Il ne faut pas confondre impulsion et tendance. C'est-à-dire que quand on sort en impulsion, une sortie de squeeze, c'est ce qui est la pastille rouge ici, d'ailleurs je crois que c'est du total en hebdomadaire sur ce graphe, peu importe. Une impulsion, c'est très différent d'une tendance. Une tendance, elle peut durer très longtemps, ça peut durer 60 bougies. Il n'y a pas de règle absolue, mais ça peut durer longtemps. Une impulsion, elle, c'est tout à fait différent. Une impulsion, elle dure entre 4 et 7 bougies. Ça, c'est statistique. C'est-à-dire que les prix sortent fort, ils sortent beaucoup plus fort généralement que sur une tendance qui, elle, est régulière. Eux, ils vont être moins réguliers, mais la sortie de squeeze va donner lieu à vraiment une éjection des prix. C'est pour ça qu'on appelle ça une cassure de volatilité. L'accélération est au maximum. Les bandes de Bollinger, alors là, divergent, et ça dure entre 4 et 7 bougies. Alors, quelle est la stratégie? C'est une stratégie donc de cassure de volatilité cette fois-ci. Par contre, il faut faire très très attention. Et il est hors de question de se laisser griser par le marché. On ne confond pas impulsion et tendance. D'ailleurs, quand les cours partent comme ça en impulsion, si on n'est pas conscient que c'est une impulsion, on se dit ouais super, occasion, machin, etc. Je rentre à l'achat, on peut faire ce genre d'erreur. C'est une erreur, parce qu'au bout de la 4e ou de la 7e bougie, statistiquement, vous avez 8 chances sur 10 que l'impulsion se retourne et qu'il y a un pullback. Donc si vous rentrez au bout de la 3e ou 4e bougie, vous êtes mort. Ce sont des configurations qui sont très intéressantes à travailler, mais en connaissance de cause. Donc toujours ces phases de marché qui vous permettent de savoir dans quel type de marché vous vous situez. Quelle stratégie appliquer, pourquoi, comment, avec un repérage visuel simple. D'ailleurs, avant de partir en impulsion, c'est-à-dire en phase 2, en cassure de volatilité, vous remarquerez que l'indicateur ETMACD est repassé en dessous de ce niveau de volatilité historique et vous a prévenu. Attention, ici c'est un squeeze, donc attendons-nous à une accélération des cours. Donc quand vous arrivez entre la 4e et la 7e bougie, il s'agit de compter les bougies, surveillez votre unité de temps inférieure qui elle sera certainement en tendance. C'est-à-dire que si là on est en hebdomadaire, le journalier dans la construction des bougies hebdomadaires sera très certainement en tendance. Okay, donc comptez les bougies de sortie de squeeze entre la 4e et la 7e, dès que votre unité de temps inférieure, donc ça serait le journalier, donne le moindre signe de faiblesse, c'est éjection, clôture du trade. Parce que pullback à venir. Ça évite pas mal d'erreurs. Ok, il y a une dernière phase dont j'aimerais vous parler, qui est une phase cataclysmique. Alors, ça arrive généralement dans les figures d'élargissement. On en parlera aussi, mais je le mentionne pour ceux qui pratiquent en analyse graphique les figures d'élargissement. Vous voyez, il y a des moments où les phases ne sont pas du tout lisibles. Sur ce graphe, vous voyez, ça fait des espèces de dodan, ça part de tous les côtés. Avec des gaps, des accélérations brusques à la baisse, gap haussier, regap, repart de l'autre côté, etc. Moi j'appelle ça des phases de bombardement au mortier lourd. Donc généralement quand vous voyez ça, alors première chose, si vous n'identifiez pas la phase, vous n'identifiez donc pas la stratégie, c'est-à-dire que quand il y a ce genre de configuration, pas de prise de position. Sachez simplement que quand les cours se mettent à danser comme ça de tous les côtés, notamment avec des gaps et des accélérations, c'est que le marché prépare quelque chose.
il y a une grosse nervosité, il y a une bagarre entre les acheteurs et les vendeurs, et à un moment, il y en a un des deux qui va se faire claquer, et ça va partir. Alors, il y a moyen de le jouer, notamment sur des unités de temps différentes, ben, peu importe, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant. Sachez simplement que quand vous voyez ce genre de choses, si la phase n'est pas identifiable, si la stratégie n'est pas identifiable, bah, vous passez à autre chose. Et comme de toute façon vous avez des screeners qui vous permettent de balayer constamment le marché, quelle que soit l'unité de temps que vous choisissez de travailler, quel que soit le marché que vous choisissez de travailler, si ce marché n'est pas mûr pour une stratégie, bah, vous aurez d'autres propositions et vous tournerez par d'autres sur d'autres supports. Donc si c'est pas lisible, on ne le joue pas. Alors, j'essaie de résumer la typologie des phases de la façon suivante. Vous voyez, donc les phases, phase 1, qui peut être, je le rappelle, phase de range, c'est-à-dire avec les bandes de Bollinger qui interviennent comme des zones de support et de résistance. Ça, c'est le seul cas où les bandes de Bollinger interviennent comme zone de support et résistance. C'est souvent une erreur qui est faite, ça. Phase 1, si on avait une phase 1 de squeeze, on a ou derrière une phase 2, c'est-à-dire une impulsion, ou une phase 3 qui se met en place, ce qui est une tendance, c'est pour ça que j'ai mis un rouleau compresseur, vous voyez. Phase 4, convergence des bandes de Bollinger, plus de dynamique, plus de tendance, donc grosse nervosité des prix à l'intérieur de cette formation, plus de dynamique, plus de tendance, a priori, on n'a rien à faire dans ce genre de marché. Et après, on renclenche les phases. Alors, attention, phase 1, 2, 3, 4 ne s'enchaînent pas nécessairement dans cet ordre. Et vous l'avez bien vu, on peut passer de phase 1 de squeeze à 2 ou de 1 de squeeze à 3. On pourrait passer de 2 à 4. Enfin bon, c'est simplement une typologie de façon à se souvenir de la façon dont les bandes de Bollinger se forment et donc des déductions que l'on peut avoir à partir de là en ce qui concerne les phases et les stratégies à appliquer. J'ai essayé de vous résumer tout ça par les conclusions, enfin par les quelques enseignements capitaux révélés par les phases. Donc j'ai fait ça un petit peu à la sauce du Bouddha. Bah, c'est très simple c'est très simple. Oui, c'est simple. À l'aide des phases, il y a des enseignements à retenir. C'est qu'en phase 1 de range, de petits, et j'ai mis un point d'interrogation parce que tout dépend de la largeur du range. Vous allez voir, si vous utilisez cette méthodologie, il y a des petits ranges qui ne valent pas la peine d'être travaillés, et il y en a des grands qui valent, alors au contraire, tout à fait la peine d'être travaillés. Donc en phase 1 de range, des profits en swing entre support et résistance, tu prendras. En phase 1 de squeeze, en contraction de volatilité, on prépare une impulsion, une tendance. Dans les starting blocks, le signal tu attendras. Il vient d'où le signal? Il va venir de l'unité de temps inférieure. Il y a toute une méthodologie à vous proposer pour justement, à partir d'indicateurs spécialement conçus, pouvoir attraper l'impulsion dès son départ. En phase 2, comme on sait que c'est une impulsion, un mouvement rapide, tu géreras. Et ton profit rapidement, tu prendras. Je vous rappelle, ça dure entre 4 et 7 bougies. Il est hors de question de penser que parce que les prix sont partis en impulsion en phase 2, que ça va durer ad vitam aeternam. Donc ça, c'est vraiment une erreur majeure. En phase 2, on réagit vite et on ressort encore plus vite. Enfin, vite, ça dépend. Si vous êtes en unité de temps hebdomadaire, cette bougie fait quand même un certain laps de temps. Pas besoin de réagir excessivement vite. Il suffit de contrôler simplement de temps en temps ces trades. En phase 3, la phase 3 c'est une tendance. Donc la tendance, stratégie de suivi de tendance, la tendance tu accompagneras. Au début, en contre-tendance, j'aurais dû mettre point tu ne traderas. C'est-à-dire qu'il y a des moyens de contrer une tendance, mais ça, c'est beaucoup plus... comment dirais-je? Il faut déjà des bases d'analyse technique plus élaborées. Je vous expliquerai la méthodologie, c'est pas quelque chose que je conseille au début. De toute façon. Et en phase 4, puisqu'il n'y a plus de dynamique, hors du marché, tu sauras le prochain coup, prochaine impulsion, tu prépareras. Okay. Ce qui est très important maintenant, c'est que pour chacune de ces phases, il y a une méthodologie, c'est-à-dire une checklist avec aussi des screeners donc qui vont détecter automatiquement, qui vous donneront des alarmes en cas de formation de telle ou telle stratégie qui interviennent dans ces phases. Donc il y a une méthodologie, des outils, des setups, c'est-à-dire des configurations spécifiques qu'il faut utiliser. Et une chose qui est
souvent, enfin, ou du moins rarement décrite dans les bouquins de trading, etc., c'est qu'en harmonie avec ton profil psychologique au début, tu traderas. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous avons tous une personnalité. Et d'ailleurs, je vous ferai un petit test psychologique très rapide dans un prochain webinaire avec deux trois questions. Ça permet de déterminer quel est votre profil psychologique. Des gens, des personnes, sont beaucoup plus à l'aise dans les traits de suivi de tendance. D'autres aiment bien les mouvements, etc. Adorent les squeezes, les sorties de squeeze, les cassures de volatilité. Donc il y a une typologie de la psychologie, de nos psychologies. Et ce qui est très important pour pouvoir trader sereinement et trader de manière efficace, c'est que si vous optez pour des stratégies qui correspondent à votre psychologie, automatiquement, vous allez être beaucoup plus à l'aise, vous les traderez beaucoup mieux, avec un niveau de confort bien supérieur, et vous serez beaucoup plus efficace. Okay, le but du jeu étant, en fait, in fine, avec la pratique, de pouvoir maîtriser toutes les stratégies de trading et de les exécuter selon des checklists excessivement calibrées. Et ça peut prendre un petit peu de temps, mais moi ce que je conseille toujours aux gens, c'est au début de cibler les stratégies avec laquelle ou lesquelles, hein, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, ils se sentent le plus à l'aise. Et quand on travaille les marchés, et même si vous prenez un marché d'actions comme le CAC, vous allez toujours avoir une diversité de formations qui vous permettent d'intervenir. Et vous allez avoir des actions en range, vous allez avoir des actions en squeeze, vous allez avoir des actions en phase 4, de tous les côtés. Donc bien outillé avec de bons screeners, vous allez toujours avoir des opportunités qui collent à votre personnalité et que vous allez pouvoir exécuter selon la façon avec laquelle vous le sentez le plus à l'aise. Voilà, alors là j'en ai terminé pour les phases et nous allons passer au chapitre suivant. Donc nous avons vu l'analyse dynamique et l'analyse par phase. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de combiner les deux. Vous allez voir que l'on obtient un outil beaucoup plus puissant que de prendre séparément l'analyse dynamique et l'analyse des phases. Alors, toujours un exemple très concret. Soit donc les segments rouges qui représenteraient une phase 3 baissière en unité de temps journalière. Sur cet exemple, j'achète au niveau de la pastille verte. Est-ce que c'est raisonnable? Alors je vous laisse une seconde pour y réfléchir et en décider. La tendance est ton ami, etc. D'accord. Donc, c'est pas la peine de vous cacher derrière vos écrans. Je sais ce que vous dites ce garçon est fou. Sans doute, toujours est-il que maintenant je rajoute en analyse dynamique mon unité de temps hebdomadaire, qui est donc signifiée par les zones bleutées. Cette unité de temps journalière est en range de phase 1. D'accord? Qu'on fait les prix en journalier, ben simplement ils sont venus sur un support, qui est le support hebdomadaire, support de volatilité, ça peut aussi être un support graphique, sont venus prendre appui sur ce support. Et j'achète en fait un support hebdomadaire. Donc là, déjà, c'est beaucoup moins idiot qu'il n'y paraît de prime abord. Et c'est le renseignement que nous donne l'analyse dynamique associée à l'analyse des phases. Et vous comprenez où je veux en venir. Parce que l'analyse dynamique comprend 3 unités de temps. Jusqu'ici, nous n'en avions utilisé que 2. Je rajoute donc l'unité de temps inférieure, qui serait, par exemple, le 2 heures. Qu'est-ce qui se passe sur le 2 heures? Donc notre unité de temps tactique, c'est celle qui sert à analyser la dynamique fine et qui donne le signal de prise de position. L'unité de temps 2 heures donne un signal de retournement par indicateur technique, ou peut-être même développe une phase 3, peu importe. Et elle le donne, donc mon 2 heures le donne sur un support hebdomadaire, et je vous rappelle que plus les supports proviennent d'unités de temps lourdes, c'est-à-dire longues, plus ils sont
solide en fait, hein. Alors pour prendre une caricature, si vous avez je sais pas, un support sur une unité de temps 10 secondes, il peut se faire volatiliser très facilement. Sur un support hebdomadaire, évidemment le support peut casser, mais c'est quand même beaucoup plus solide. Donc je prends appui sur un support hebdomadaire, alors que mon unité de temps 2 heures vient de me donner un signal haussier, tout en sachant que comme c'est du range de phase 1, mes cours, les prix, ont 80% de chances de rester à l'intérieur du range. Et j'ai déjà eu mon signal, comme je le rappelle, sur l'unité de temps 2 heures. Alors, à ce niveau-là, quel est l'avantage de ce genre de stratégie? C'est qu'à partir du moment où vous avez un signal confirmé par votre unité de temps tactique sur un support bien identifié et que vous savez que ça repart pour l'instant à la hausse, ça vous permet de placer un stop extrêmement rapproché. Si vous n'aviez utilisé que l'analyse mono UT, donc en utilisant des stops de volatilité, en unité de temps journalière, il est certain que votre stop aurait été beaucoup plus éloigné qu'un stop que vous pouvez placer en unité de temps 2 heures. Donc un risque en mono UT qui serait beaucoup plus important. Et ici, je valide ce support lors du retournement à la hausse de mon unité de temps tactique, le 2 heures. Premier impact, la gestion du risque. Vous avez des stops excessivement serrés. Qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez de perdre cette petite partie-là, mais avec un peu de chance de regagner une partie ou même l'intégralité du range. Et ça, c'est le ratio risque-bénéfice. Il est très nettement en votre faveur. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais savoir où vont aller les prix, on ne peut jamais savoir quelle va être la prochaine, genre si vous travaillez les actions, la teneur de la prochaine publication, ou prochain profit warning qui peut vous tomber sur le nez à tout moment. On ne peut jamais savoir quelle va être la prochaine déclaration des banques centrales visant à injecter une dose de liquidité ou d'autres entourloupes sur le marché. Donc tout ce que vous savez, c'est que vous êtes sur un support hebdo, que là pour l'instant ça donne un signal de retournement, et accessoirement, tant que votre unité de temps inférieure, le 2 heures, est à la hausse, vous ne risquez rien. C'est-à-dire que par exemple, si vous prenez une MACD et que la MACD est haussière, tant qu'elle est haussière, ça veut dire que les prix se développent à la hausse. Alors on verra ça plus tard, pas tout dire en un seul webinaire qui d'ailleurs va être assez long, mais tant qu'elle est à la hausse, vous gardez votre position, première au moins impulsion, dès qu'elle se retourne, vous pouvez prendre une partie de vos profits de façon à prendre votre stop, vous le remontez au niveau du point d'entrée, et là vous vous retrouvez sur le marché sans aucun risque de trading. Le tout en étant parti avec un très faible risque et un potentiel qui bien sûr est nettement supérieur, sinon on ne prenait pas le trade. Ça, statistiquement, même alors, dans le pire des cas, on va dire, tiens, vous avez un trade sur deux qui ne marche pas. C'est pas le cas. Un trade sur deux qui ne marche pas, c'est-à-dire qui vient toucher votre stop, si une fois sur deux vous ne retracez que même la moitié du range, in fine, vous allez faire de l'argent. Et tout ça avec une gestion de risque, donc une progression de votre compte de trading qui va être plus ou moins linéaire, mais qui en tout cas n'aura pas de ce qu'on appelle de drawdown, c'est-à-dire qui n'aura pas de chute brutale. Incidence, psychologiquement, quand vous avez ce genre de technique, vous êtes zen, notamment à partir du moment où vous avez remonté votre stop au niveau du point d'entrée. En trading, les deux seules choses que l'on maîtrise encore à peu près, c'est le point d'entrée et le stop, donc le risque. Les objectifs, eux, ne sont que des objectifs théoriques. D'ailleurs, c'est ce qui pullule dans les bouquins d'analyse technique, parce que c'est très vendeur. Alors, les techniques pour aller évaluer les objectifs, mais on ne peut pas savoir de quoi sera fait le marché. Même les prévisions météo se plantent à 48 heures. Donc je vois pas comment sur un marché financier qui est autrement turbulent que la météo, on pourrait faire des prévisions. Alors c'est très plaisant, mais c'est très, enfin, c'est comme la météo, c'est très souvent invalidé. La seule chose qui reste valable, c'est votre point d'entrée et votre stop. Et toutes mes techniques ont pour simple but de déterminer des configurations, là on parle de range mais il y en a d'autres, qui permettent de placer des stops rapprochés. D'ailleurs c'est ce que vous retrouvez dans les analyses sur la bourse au quotidien et ainsi de suite. Toujours des stops ultra rapprochés avec ce genre de méthodologie qui sont donc des stops de volatilité.
La prévision est un art difficile, surtout quand il s'agit du futur, disait Pierre Dac. Donc concentrons-nous sur ce que l'on peut maîtriser. Alors ça c'était un exemple, mais il y en a plein d'autres. Donc d'association de l'analyse dynamique et de l'association des phases, et donc de l'avantage que cela peut vous donner. Alors je vous en prendre un autre. Ok. Par exemple, donc en hebdomadaire, ce qui est signifié par les flèches rouges, vous êtes en phase 3 baissière. Qu'est-ce qui se passe en unité de temps journalière? Vous avez un squeeze. À votre avis, le squeeze, c'est-à-dire la cassure de volatilité, l'accélération des prix qui va s'en suivre, statistiquement, elle va se situer dans quel sens? Bah, tout simplement, puisque votre unité de temps supérieure, qui est l'unité de temps hebdomadaire, est en tendance baissière, vous avez une énorme probabilité que ce squeeze, quand les prix auront comprimé, ressorte à la baisse. Et comment allons-nous gérer et prendre position dans cette sortie de squeeze? Tout simplement, si le squeeze intervient en unité de temps journalière, en prenant un signal sur le 2 heures. Et dès que ça commence à accélérer à la baisse, point d'entrée, stop très rapproché, et on continue de jouer la tendance de l'unité de temps porteuse, qui est l'unité de temps supérieure, qui est l'unité de temps hebdomadaire. Ça marche à la baisse, ça marche à la hausse, c'est juste une configuration. On peut jouer comme ça avec les différentes phases, bien sûr, et l'analyse dynamique. Hein. Et dans les webis à venir, pour chaque configuration, on verra comment elle s'articule, avec quels outils il faut gérer tel ou tel type de stratégie, toujours dans le but de placer un stop rapproché et d'essayer de prendre avantage, profit sur le décalage des prix observé sur le marché. Autre exemple, rapide. Alors, important. Vous voyez que là, j'ai inséré, alors c'est un graphe qui est beaucoup plus rapide, c'est des unités de temps intraday, enfin peu importe. Vous voyez qu'il y a des bandes grisées, hein, entourées par des flèches bleues. Qu'est-ce que c'est que ces bandes grisées? Vous avez les bandes de Bollinger 20 périodes, qui sont rouge-verte ici. Et donc les grandes bandes grisées au-dessus. Les bandes grisées du dessus, ce sont tout simplement les bandes de Bollinger de l'unité de temps supérieure. Alors c'est très simple, puisque les bandes de Bollinger standard, hein, celles qui sont rouge-verte, sont paramétrées à 20 périodes et 2 écarts types, sachant que l'unité de temps supérieure est 5 fois supérieure à votre unité de temps de contrôle, les enveloppes grisées, ce sont les enveloppes de 20 périodes fois 5 pour l'unité de temps égale 100 périodes. Donc des bandes de Bollinger de 100 périodes. À quoi ça sert? Simplement, qu'en un simple coup d'œil, excusez-moi, vous allez pouvoir visualiser la phase de l'unité de temps supérieure. Et c'est très important. En fait, ça change rien, mais ça change tout. Vous pourriez avoir deux écrans avec votre unité de temps, alors on va dire qu'ici c'est du journalier et que les bandes grisées c'est de l'hebdomadaire, mais au niveau du confort et de la compréhension, de la dynamique du marché, vous êtes obligé de décaler votre regard d'une fenêtre graphique à une autre. Ici, les deux se superposent et apparaissent sur la même fenêtre. Vous voyez par exemple dans cet exemple-là, vous avez une phase 3 baissière sur votre unité de temps de contrôle qui prend place à l'intérieur d'une phase 3 baissière de l'unité de temps supérieure. Donc ça, c'est rouleau compresseur à la baisse. Ça, je ne vous conseille vraiment pas, sauf stratégie très 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 spécifique et extrêmement sévère au niveau de la prise de position dans des conditions ultra filtrées. Je vous conseille surtout pas de prendre position à l'achat dans ce genre de double rouleau compresseur à la baisse. Parce que ça, c'est une manière de perdre à peu près inévitable. Quoi que l'on entende sur le marché, alors je sais pas, sur cette action, truc machin, une bonne nouvelle, une mauvaise, peu importe, tant que les prix sont double, phase 3 baissière, c'est le rouleau compresseur baissier, on ne prend pas position. Donc là, vous le visualisez tout de suite. D'ailleurs, voilà. Par la suite, vous voyez que l'unité de temps supérieure, donc les bandes de Bollinger 100 passent en phase 4. Il y a une nervosité des cours, comme je vous le disais, ça peut swinger pas mal, mais qu'après on passe en range. Et dans le range, on va taper. Donc le range, vous voyez, les bandes de Bollinger grisées sont à plat. On va taper. Poum, 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 poum. Voilà. Ce sont les zones de support et de résistance. Si on doit prendre un achat
ça sera quelque part par là. Si on doit alléger ses positions, ça doit être quelque part par là. Au milieu, vous avez une phase 3 haussière. Donc, si vous avez des signaux d'entrée sur votre unité de temps inférieure, bah, il faudra appliquer des stratégies de suivi de tendance. Euh, voilà, bon, j'espère que j'ai été clair sur ce point-là. C'est un exemple concret. Autre exemple, qui est un exemple d'un trade live. Alors on va y venir, je vous l'expliquerai à la fin, mais il y a des forums dans lesquels tout le monde est accepté et l'entrée est tout à fait libre et gratuite bien sûr, hein. Il y a un forum sur Univers Bourse, un site sur lequel j'interviens très très régulièrement, et il y a une file, donc un forum qui s'appelle S'entraîner avec les outils de John Lee, parce que c'est mon surnom, mon alias sur Univers Bourse. Alors vous voyez que c'est un forum qui est très actif. Là, il y avait, en ce moment, on est à 12 500 réponses. Donc c'est-à-dire que les gens viennent, proposent des trades, des plans de trade. C'est très utile parce que ça donne des idées, ça permet de s'entraîner, ça permet de corriger ses défauts, etc. Donc on en parlera un petit peu plus à la fin. Je vous ai donné en tout cas l'adresse, le lien pour accéder à cette file sur Univers Bourse. Donc là c'est simplement pour vous montrer ce que ça peut donner au niveau d'une configuration qui est une configuration de sortie de squeeze. Alors vous allez vous dire, tiens, tout à l'heure il nous a montré ces bandes grisées, et là maintenant sur ces bandes grisées arrivent des petites bandes violacées. Qu'est-ce que c'est que ces petites bandes violacées? Ces petites bandes violacées sont simplement un indicateur qui se superpose dans la fenêtre de prix, qui vous dit attention, vous n'êtes pas en range. Enfin d'ailleurs ici on n'aurait pas été en range parce que les bandes de Bollinger ne sont pas vraiment à plat, celle du dessus oui mais pas celle du dessous. Il dit attention, c'est en squeeze, il va y avoir une grosse accélération, on va déborder, on risque avec une très forte probabilité de déborder ce range. Donc ça c'est un trade live, j'en ai parlé au début du webinaire que j'ai posté, c'est le dernier de la semaine dernière, hein, sur l'action Kering. Vous voyez ce que ça donne. Au niveau alors ça c'est une stratégie de cassure que j'ai exécutée à l'aide des outils que j'ai conçus, notamment du cycle, qui m'a donné le signal. C'est du 30 minutes, vous voyez. Mais c'est du 30 minutes qui, lors de sa mise en impulsion, a quand même généré un peu plus de 5% en 2 jours, avec une forte explosion des prix. C'est ça que je veux vous montrer, c'est qu'en cassure, en sortie de squeeze, il y a des très jolis trades à réaliser parce que les prix vraiment explosent. C'est la cassure de volatilité. Donc le point d'entrée était ici, vous voyez, donc toujours pareil, avec un stop ultra rapproché, donc un risque très faible, même si ça ne marche qu'une fois sur deux, et ça marche nettement plus d'une fois sur deux, vous avez un gros potentiel. Potentiel jusqu'à où? Eh ben jusqu'à la fermeture de la phase 4. Quand on ferme en phase 4, vous voyez les bandes de Bollinger, 20 périodes, hop, les prix arrêtent leur progression, plus de dynamique, plus de tendance. D'ailleurs, il y a un beau pullback, comme je vous le disais tout à l'heure, souvent vers la moyenne mobile 20. Donc prise de position, dégagement. Voilà, ça on en fait tout le temps sur la file, s'entraîner avec les outils de John Lee, et si certains d'entre vous voulaient s'entraîner, pratiquer, parce que la pratique est ultra importante, je vous conseille d'aller y faire un tour. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors il y a plein d'autres exemples, hein. On les développera au fur et à mesure des stratégies, des setups et ainsi de suite. Mais c'était pour vous donner une idée de la façon dont s'articule l'analyse dynamique et les phases. Et c'est pour ça que, en fait, analyse dynamique, pour moi c'est 1 plus 1 égale 4, c'est-à-dire que les deux forment des piliers du système de trading, mais si on utilise l'un plus l'autre, ça donne beaucoup plus que 1 plus 1 égale 2, hein. C'est la juxtaposition des deux est un outil qui est applicable à toutes vos approches et qui vous renseignera sur quoi faire et quoi ne surtout pas faire selon les types de marché et quels sont les potentiels différents dans les types de marché. Allez, dernier chapitre de ce webinaire. Pour les plus courageux, si vous êtes encore avec moi, votre calvaire est pratiquement terminé. On va s'intéresser au cadrage des prix et aux zones d'intervention de trading. Alors c'est très important, c'est très simple. C'est plutôt de l'analyse graphique. Alors au début, à la naissance du monde, étaient les prix. Alors j'ai pris le Nikkei 225, vous voyez une courbe de prix. Quand vous voyez ça,
Où intervenir, comment intervenir, c'est pas forcément évident. Alors, je vous propose un cadrage, hein. Le cadrage suivant. Vous voyez qu'il y a des canaux, et que ces canaux ont tous exactement le même angle, hein, et que leur amplitude, donc les flèches orange, ont toutes exactement la même dimension, la même hauteur. Ce qu'on s'aperçoit quand on regarde quand on étudie l'évolution des prix, notamment à partir de 2008, à partir de l'arrivée en masse des algorithmes sur les marchés, on s'aperçoit que ce genre de cadrage est tout à fait stupéfiant, parce que les prix répondent et réagissent sur ces canaux qui sont tracés comme de l'horlogerie suisse. Vous voyez, impact, 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 impact. Ici, clac, clac, il a fait, hop, il est passé. Impact, impact. Et ça, donc, ce genre de cadrage graphique permet de déterminer des zones d'intervention potentielles, hein, toujours potentielles, parce qu'après on va s'aider de nos outils d'analyse technique et aussi de l'analyse dynamique pour voir si on valide le trade ou pas. Et ça marche sur beaucoup d'unités de temps. Alors là, on en est hebdo. Je vous ai pris le Nikkei aussi en journalier. Pareil, comme ça, on voit pas forcément grand-chose. Comme ça, on voit quand même, je pense, beaucoup mieux. Et vous voyez que donc là, les canaux, il y a des canaux obliques et il y a aussi surtout les rectangles qui sont des zones de support et de résistance horizontaux. Alors, il faut toujours privilégier les zones de support et de résistance horizontaux. Alors il y a plusieurs raisons pour ça, mais enfin l'une d'entre elles c'est que sur les canaux obliques, c'est assez facile de se tromper. Bon, là assez précis, mais c'est assez facile de se tromper d'un ou deux degrés et de mal évaluer le niveau. Euh, on peut toujours poser des alarmes, hein. Moi, dans le système que je vous proposerai, on pose des alarmes, c'est-à-dire que quand les cours arrivent à proximité de ces zones, il y a une alarme automatique qui vous prévient et qui vous dit attention, là il y a peut-être un point d'entrée ou un point d'allègement pour vos trades. Toujours est-il que les canaux horizontaux sont beaucoup plus pertinents. Et vous avez la même chose dans les canaux, enfin les canaux, les ranges, les supports et les résistances graphiques. Vous avez toujours la même chose, c'est l'amplitude qui est ici par exemple, qui sont les flèches bleues. Et dans les canaux obliques, ici vous avez exactement la même chose, hein. Les flèches oranges qui ont exactement la même amplitude. Vous voyez, ça tapait, 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 tapait. Ici d'ailleurs j'avais proposé un trade de vente du Nikkei. Pour la petite histoire, c'était sur le billet du trader la veille de l'annonce par la Banque du Japon d'un programme de quantitative easing. Et donc effectivement, les cours ne se sont même pas arrêtés. Ils ont transpercé tout ça à la hausse. Ils sont partis dans une impulsion formidable. Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire excessivement attention au signal donné par votre unité de temps inférieure. Parce que là, je peux vous dire que l'unité de temps inférieure n'a pas donné de signal de retournement, donc le trade n'a pas été validé. Alors, ces zones-là sont super importantes parce que c'est là qu'on doit concentrer nos efforts et c'est là qu'il faut essayer de travailler les prix. Alors, toujours pareil, à partir d'un article de la semaine dernière, hein, qui était paru dans la bourse au quotidien, donc je vous ai mis l'adresse sur le site, vous pouvez la consulter. Voilà, c'est un secteur, donc c'était les services aux consommateurs. En hebdomadaire, vous voyez toujours pareil, ces reports d'amplitude, donc là ici sont des barres bleues, qui correspondent très souvent à l'impact des prix sur ces niveaux-là. Alors ici, j'ai utilisé un stochastique Momentum Index, c'est un indicateur très très courant, c'est pas nécessairement ce que j'utilise dans ma méthodologie de trading. Des choses qui marchent mieux que ça, je pense. Mais là où ça devient très important, c'est que vous observez, par exemple, cet indicateur stochastique, il est bourré de signaux. Ça monte, ça baisse, il y a des croisements, des non-croisements, etc. Il suffit enfin, il est très important de sélectionner à l'aide des principes de cadrage
de l'action des prix, les zones d'intervention. C'est-à-dire pour ne pas rentrer n'importe où, n'importe comment. Vous allez avoir des signaux partout, quels que soient vos indicateurs. Il faut les privilégier uniquement quand ils arrivent. Alors ici, c'est le stochastique qui rentre en divergence. Hein, c'est les petites pastilles qu'il y a sur le graphe. Et ben, si vous avez un signal de ce type-là, ça c'est un point d'intervention, ça c'est un point d'intervention, ça c'est un super point d'intervention, et ça aussi c'est un super point d'intervention. Vous voyez, et il est hors de question d'intervenir au milieu d'une amplitude ou d'un range comme ça, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que si vous le prenez alors que les cours sont déjà partis, bah, votre potentiel est bien moindre. Déjà, première chose. Deuxième chose, sans doute faudra-t-il mettre un stop plus éloigné, donc vous avez un ratio risque-rendement qui va être beaucoup moins attractif. Et voilà, et donc c'est très simple, simplement cibler à l'aide de ces reports d'amplitude les zones d'intervention et n'intervenez que sur ces zones d'intervention. Plus l'unité de temps étudiée est lourde, comme par exemple l'hebdomadaire, plus ces supports et ces résistances risquent d'être pertinents. Maintenant, alors le problème que l'on peut rencontrer, c'est que c'est très très simple à mettre en œuvre. Ceci dit, ça nécessite quand même un petit coup d'œil, un entraînement. Je vous conseille d'aller d'ailleurs sur les forums que je vais vous indiquer, etc., parce que vous allez en trouver pas mal. Il est possible aussi que je vous propose d'éditer ces zones de report de range, notamment sur les actions du CAC 40. On verra ça en fonction de la charge de travail. Enfin, je les ai pour moi de toute façon, donc il faut les dupliquer, c'est tout. Donc ça nécessite un certain coup d'œil et surtout la raison pour laquelle c'est pas idiot non plus de le proposer, c'est que ça nécessite un travail manuel. Ça par contre ce n'est pas automatisable. Un travail manuel graphique qui prend beaucoup de temps, et le temps pour l'investisseur particulier, même si on trade en unité de temps hebdomadaire, c'est quelque chose de précieux. Et tout le monde n'a pas le temps de réaliser ce genre de cadrage qui pourtant est ultra important. Alors, principe de cadrage de l'action des prix. Première chose à faire quand vous tombez sur un graphe, c'est de zoomer out, c'est-à-dire de prendre de la distance, de prendre du recul. Par exemple, sur le Nikkei, pour continuer sur cet exemple, si vous, en journalier, vous êtes proche vous avez très peu d'historique, vous n'allez absolument pas voir les vrais niveaux de support résistance qui apparaissent aussi bien obliques que horizontaux. Donc vous ne pourrez pas les tracer, vous ne pourrez pas les voir. Alors attention, il y a des plateformes ou des brokers qui vous proposent évidemment des flux, mais ce sont des flux limités, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire la prise de recul, le zoom out. Et donc vous ne pourrez pas observer graphiquement la formation de ces zones d'intervention. Donc ça c'est quand même excessivement embêtant parce que vous allez agir n'importe où, n'importe comment, sans avoir conscience de ces seuils qui sont des seuils majeurs. Alors, je ne fais pas de... Je ne travaille pas pour un broker, hein, on est bien clair là-dessus. Je ne fais pas de... Alors, je ne vais jamais dire, attention, à telle ou telle plateforme ou tel broker. Par contre, je peux vous dire ceux qui sont bons. Il n'y en a pas beaucoup. Ceux qui vous permettent, entre autres, de réaliser ce genre de cadrage. Alors, si ça vous intéresse, vous m'envoyez un mail à l'adresse que je vous ai déjà communiquée en m'indiquant, alors c'est très important, hein, quel type de marché vous travaillez et sur quel horizon, dans quelle unité de temps vous travaillez. Est-ce que vous faites, alors si vous faites de l'intraday, vous aurez les flux, normalement, quoique pas toujours, pas assez de flux. Et je vous dirai, voilà, vous pouvez regarder un tel. Deuxième règle, c'est dès qu'un canal est identifié. Alors pour identifier un canal, c'est pas très compliqué. Moi, ce que je fais, c'est que je dispose au moins d'un support ou d'une résistance. Par exemple, dans le cadre du Nikkei, vous voyez que là, le support, il est très très bien identifié. Le support du canal vert, il y a un impact, deux impacts, trois impacts, quatre impacts ici. Donc dès que j'ai un support, je repasse par les plus hauts.
Et je trace un canal qui, quand je n'en suis pas certain qu'il est hypothétique, en pointillé. Je le fais immédiatement. Et dès que ce canal est cassé, peu importe, hein, par exemple ici il est cassé à la hausse, vous n'avez aucune idée de là où vont aller les cours, je prends cette amplitude, la duplique, et je trace un nouveau segment. Et là vous voyez que dans le cadre du Nikkei, mais c'est pas du tout quelque chose de particulier, je veux dire ça arrive tout le temps, hein, sur les prix, vous faites ça sur le Dow Jones ou le Nasdaq ou les indices américains, le CAC, l'Eurostoxx, vous en avoir partout. Tous ces indices maintenant sont algorithmés et réagissent en fonction de ce genre d'amplitude. Donc là, au niveau de la cassure, on n'avait aucune idée. Moi, je trace ma flèche et quand on arrive là-haut, je fais attention. D'ailleurs, c'est un trade que je vous avais proposé. C'était short ici, c'était sur la bourse au quotidien, rachat ici et reshort là-bas. Voilà, et pourquoi? Parce que c'est simplement en fonction d'un signal sur une zone clairement identifiée. Privilégier les zones de support résistance horizontaux, ça j'en ai déjà parlé. Vous voyez, alors regardez, ça c'est le S&P, vous voyez, alors ça c'est terrible, hein, il avance vraiment avec des niveaux ultra calibrés. Aussi bien de niveau horizontal qu'oblique dans le canal actuel qui est quand même excessivement pentu et de très longue durée puisqu'il a commencé 2011 et que nous sommes en hebdo. Et que les interventions des banques centrales ont effectivement bien boosté les indices. Voilà, donc c'était tout ce que j'avais à vous dire sur les principes de cadrage de l'action des prix. Et je vais simplement passer maintenant à une conclusion. Donc en conclusion, et avant d'en venir aux ressources, forums d'entraide, etc., enfin toutes les ressources dont vous pouvez disposer si ce système de trading vous intéresse et que vous voulez le pratiquer, je refais le point. Donc nous avons vu les trois pierres principales applicables à tout système de trading, qui est l'analyse dynamique, ensuite l'analyse par phase, et puis le ciblage avec le cadrage des prix, donc de zones d'intervention à privilégier quand les configurations de trading apparaissent. Donc ces configurations de trading, personnellement, et ça sera l'objet des webinaires à suivre, sont basés sur quelques outils super simples, hein, qui sont les cycles, les impulsions, un outil que j'appelle la puissance relative, les volumes et bon, le money management qui va avec tout ça pour exécuter les stratégies qu'on a vues en fonction des phases, qui sont les stratégies de suivi de tendance, de swing à l'intérieur des ranges de phase 1, que maintenant vous connaissez, les stratégies de cassure et les stratégies de contre-tendance que j'expliquerai aussi. Tout ça avec des checklists détaillées de méthodologie qui consistent à expliquer comment, pourquoi et où on prend position en fonction de quel niveau de risque contrôlé, afin d'évacuer l'un des pires ennemis du trader, qui est l'aspect émotionnel, donc le stress. Le stress qui fait faire des bêtises généralement en matière d'approche sur les marchés financiers. Tous ces outils, toutes ces stratégies sont codés dans des screeners ou des market analyzers, donc qui vous permettent de les détecter automatiquement. Alors je vous donne une très très rapide vue sur le genre d'outils que j'ai mis en place. Donc les cycles, vous voyez, voilà la petite courbe du bas. Les cycles ont un seul but en fait. C'est l'un de mes outils préférés. Les zones vertes, c'est des zones où il vaut mieux nettement être à l'achat. Les zones où il n'y a rien, c'est des zones neutres, a priori à ne pas travailler. Les zones rouges sont des zones à travailler à la baisse, tout ça en fonction de signaux qui sont codés, enfin, d'un indicateur et après d'un codage dans les systèmes. Alors, vous voyez par exemple sur la fin du graphe, je ne sais plus ce que cette action, ce que c'est une action, on varie des fois entre 8 et allez, 10%, donc ça n'a pas l'air de grand chose sur les graphes, entre 8 et 10%, il y a quand même 20%, donc c'est des trades tout à fait sympathiques.
à prendre en compte. La deuxième méthodologie que j'utilise concerne les impulsions. Alors c'est à base de MACD, mais alors un système totalement différent de l'utilisation standard des MACD. En deux mots, on trace des axes qui sont des axes d'impulsion et qui donnent des niveaux ou de renversement ou au moins d'allègement et des niveaux de prise de position. Prise de position, allègement, allègement. Bon, très rapidement. Système de puissance relative, c'est un système qui permet de comparer la puissance de différentes unités de temps de façon automatique et qui vous donne effectivement des niveaux de, de- de vente à découvert ou au moins d'allègement ou des positionnements de signaux d'achat. Et en plus, ça doit être de l'intraday. C'est un marché assez fébrile. L'importance des volumes, donc ça qu'on en parlera, le management, ça c'est la clé. C'est très 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 important, ça, le money management et la gestion de position, du risque. Même si vous n'avez raison qu'une fois sur deux, à partir du moment où votre ratio de risque par rapport au potentiel de gain est bon, même avec un mauvais système, euh, vous finirez quand même par gagner de l'argent. Mais par contre, le money management, alors il y a plusieurs techniques de money management que je vous montrerai. C'est extra simple, mais c'est totalement capital. Même pour un système qui ne marche pas bien. D'ailleurs, si, si quelqu'un d'entre vous a un système qui perd régulièrement beaucoup, surtout n'hésitez pas à m'écrire. Je vous ai remis mon adresse, la trading.team@icloud.com. Parce que si vous avez un système qui perd beaucoup et régulièrement, moi ça m'intéresse de façon à faire l'inverse. Et ce n'est pas une boutade parce que c'est une façon de faire des découvertes intéressantes en matière de trading. Donc je suis toujours disponible pour en discuter avec ceux que ça intéresse. Voilà. Alors maintenant, au niveau des ressources d'entraînement et qui sont mises à votre disposition. Alors les ressources, ou plutôt le concept Trading Team dont je vous avais parlé en début de cette vidéo, c'est un concept qui est très très important pour moi et qui, enfin surtout pour vous j'espère, et qui a pour objectif de vous aider à devenir autonome dans la gestion de vos actifs et dans votre pratique du trading. Alors, en quoi ça consiste? Ça va consister en plusieurs choses. Un blog qui sera opérationnel dès la fin de la série des webinaires. Alors c'est un blog qui sera en partenariat avec Bourse au quotidien. Accès libre, pas besoin d'inscription ni rien. Il y aura des ressources comme par exemple les codes des indicateurs que je vous propose. Il va y avoir aussi régulièrement, je peaufine mes screeners, c'est-à-dire mes petits algorithmes de détection de configuration potentielle à trader sur les marchés. Donc ça, je mettrai à votre disposition. Il y aura des modules variés, comme par exemple sans doute une feuille Excel que vous pourrez télécharger et qui vous permettra d'évaluer les brokers en fonction de leurs tarifs, hein, parce qu'il n'y a pas de bons brokers. Alors déjà, il y en a peu de bons, mais tout va dépendre du marché que vous travaillez. Si vous travaillez par exemple plutôt les actions, si vous travaillez plutôt le forex, tel ou tel broker sera plus à même d'être compétitif en fonction donc, du marché que vous travaillez et aussi surtout généralement de la taille des positions que vous prenez sur les marchés. Donc tout un tas de ressources comme ça. Alors, au niveau de l'entraînement, ça c'est très important. Entraînement du week-end. Moi, ce que je propose, déjà depuis un certain temps, via un compte Twitter auquel vous pouvez vous abonner. Hein. Ce compte Twitter, vous le retrouverez à l'adresse @atjohnlee. Donc là, je vous ai pris simplement une petite capture d'écran pour vous montrer ce que c'est. Donc on forme un groupe de travail. Et le samedi matin, généralement, j'envoie via ce compte Twitter aux abonnés une proposition de trade ou plus particulièrement d'analyse de trade. Donc par exemple, là, vous voyez Saint-Gobain, unité de temps hebdomadaire et journalière. Qu'est-ce qui se passe? Où sont les niveaux? Quelles sont les stratégies? Qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on peut placer les stops? Et ainsi de suite. Et cette analyse, en fait, vous la retrouverez à divers endroits. Alors le premier endroit où vous la retrouverez, ça sera sur une chaîne YouTube
donc qui est une chaîne que vous pourrez trouver sur YouTube à l'adresse Gilles Leclerc. Je vous mettrai une vidéo explicative de la façon dont je vois les choses. Et qui vous permettra de dire tiens, j'avais pas vu tel ou tel aspect du trade, ou j'ai pas fait attention à ceci ou à cela, et donc de permettre de vous entraîner, de peaufiner vos stratégies. Cette analyse fera elle aussi la publication d'un plan de trade sur Bourse au quotidien, dont je vous ai mis l'adresse au cas où vous ne connaîtriez pas ou vous ne seriez pas encore abonné au site. Ce sera donc généralement un plan de trade ou une analyse publiée le lundi ou plus tard le mardi. Alors pourquoi deux publications, une sur Bourse au quotidien et une sur la chaîne YouTube? Parce qu'il est bien évident que sur Bourse au quotidien, pour les gens qui n'ont pas vu les webinaires, ce webinaire d'introduction entre autres et les webinaires suivants sur les outils, les stratégies, etc., si jamais je commence à parler de phases, d'écarts type MACD, etc., les gens ne vont rien comprendre. Donc ça, je ne peux pas le publier sur Bourse au quotidien. Donc la seule différence qu'il y aura entre la chaîne YouTube et Bourse au quotidien, c'est que dans la chaîne YouTube, vous retrouverez l'ensemble de mes outils, la façon dont je les analyse, la façon dont je m'en sers, ce qui ne sera évidemment pas possible de mettre dans Bourse au quotidien, mais comme ça vous verrez aussi la différence. Dernière chose, je vais vous proposer aussi des webinaires réguliers que vous pourrez voir en différé. Donc ça sera en fonction ou des opportunités du moment, c'est-à-dire qu'on prendra comme support des indices ou des actions qui présentent des intérêts particuliers. Et j'en profiterai aussi pour répondre aux questions éventuelles que vous pourriez m'adresser. Donc je vous rappelle l'adresse, trading.team@icloud.com, et en fonction du nombre de questions que je recevrai, j'essaierai de vous y répondre. Ça sera un webinaire tous les 2 mois, en général. Voilà. Dernière chose, formation, si ça vous intéresse. Alors, moi, je ne suis pas formateur. C'est pas mon métier. Je ne fais que quelques formations, souvent une ou deux par an, un tout petit groupe, tout petit comité, parce que pour moi c'est très très important de pouvoir justement m'adapter à la personnalité de chacun et au marché travaillé par chacun, de manière à pouvoir aider au mieux les gens. Donc bon, là je n'ai absolument rien de prévu, mais toujours la même chose. Si formation, donc il y a des exercices, on fait du trading live pour voir vraiment comment on prend les prises de position live sur les marchés. Et pouvoir répondre à vos questions. Donc, si ça vous intéresse, vous m'envoyez aussi un mail à trading.team@icloud ou à la bourse au quotidien, avec qui de toute façon nous organiserons une ou deux formations par an. Voilà. Donc j'espère que ce webinaire vous a intéressé. Si ce fondement donc est un cadre général, vous a semblé sérieux, structuré, logique, et que la suite vous intéresse, donc quels sont les outils que j'ai développés spécifiquement dans le cadre de ce système de trading, quels sont mes screeners, donc mes algorithmes qui permettent de travailler, de détecter les formations sur tous les marchés. Ça peut être des actions, ça peut être du forex, ça peut être du matière première, ça peut être n'importe quoi. Il suffit simplement de dire au screener où il doit aller chercher les formations et sur quelle unité de temps. Bref, si ça vous intéresse, eh bien écoutez, et si vous avez eu le courage de rester avec moi jusqu'à la fin de ces webinaires, eh bien je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui concernera les cycles, qui est d'ailleurs un de mes outils préférés. Voilà, en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes, une excellente continuation, et en vous souhaitant à bientôt.